Chers amis, bonjour. Merci infiniment aux personnes qui portent un certain intérêt à mes petites productions quotidiennes. J'ajuste encore un peu là. Je vous ai fait un petit panorama de la magnifique vue que nous avons ici à Neuchâtel. C'est vraiment une ville magnifique, je le redis souvent, mais venez au moins une fois visiter cette ville qui est une pure merveille architecturale. C'est très beau, enfin c'est un petit paradis quoi. Un petit paradis réel et pourtant bien réel avec un lac sublime, des paysages magnifiques, c'est pas cher. Pour des prix suisses je veux dire. Et c'est très beau, voilà, c'est un régal de venir, ne serait-ce que pour ces aspects-là, l'aspect touristique, l'aspect baignade, l'aspect vacances. Donc, je vous recommande vivement de venir dans ce petit paradis. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre petite recension. Alors, je suis planqué dans un endroit où il peut y avoir du passage, mais c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2026, n'est-ce pas? Et c'est le mardi. Et je vous parle des films de la veille du lundi 6 juillet 2026. Et nous avions une rétrospective d'un film japonais qui s'appelle The Ritual, un film de l'an 2000, du réalisateur Hideaki Anno. Et nous avons un film japonais iconoclaste et intello, sur une sorte d'amour platonique entre un cinéaste amateur et une belle demoiselle qui est perturbée mentalement par une histoire familiale dramatique. Donc elle répète chaque jour que son anniversaire sera pour le lendemain, ce qui est un signe de pathologie. Alors il y en a d'autres. Dans le film, elle a des rituels avec des téléphones, avec une baignoire, avec des parapluies. Alors, comme c'est pas vraiment des tocs, mais disons c'est des espèces de rituels, d'où le film Rituel, le nom du film. Et donc elle répète que chaque jour son anniversaire sera pour le lendemain. Donc un signe de pathologie qu'on pourrait qualifier par des comportements ou des pensées obsédants, sur lesquels un individu n'a aucun contrôle, ou qui se veut contraire à ce qui est communément admis, aux us et coutumes de monsieur et madame tout le monde. On parle de pathologie plus ou moins sévère. Alors il est important de préciser que dans cette manière de décrire ce genre de phénomène, il n'y a bien évidemment aucun jugement. C'est un constat purement clinique sur lequel on essaye de construire à minima une explication ou une ébauche pour aider la personne et éventuellement une méthode. Ça, c'est un champ très contrasté et qui suscite beaucoup de divergences et polémiques. C'est comment soigner les gens, d'une part, et d'autre part, avant d'éventuellement réfléchir à qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements et éventuellement ébaucher des solutions, des fois il n'y en a pas. Eh bien, il faut déjà que la patiente, là en l'occurrence ce serait une patiente entre guillemets, le veuille. Ce qui n'est pas du tout le cas de la jeune demoiselle dans ce film japonais. C'est pas le propos du film, mais je me permets de faire une importante digression, à mon avis, sur ce thème. Donc il n'y a pas de jugement là-dedans. Il faut que la personne qui souffre ait conscience
dans son fort intérieur, hein, je vous renvoie à la réalité psychique de René Roussillon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas cité. Mais c'est très important, c'est une notion très importante. Donc il faut déjà que dans son monde intérieur, la personne se dise qu'elle souffre. Si elle n'en a pas conscience, on ne peut pas faire grand-chose. Par exemple, un alcoolique sévère, pour prendre un exemple très classique, s'il ne veut pas être aidé, s'il n'a pas conscience, ne serait-ce qu'un peu, qu'il veut se guérir ou s'en sortir, eh bien on ne peut rien faire ou pas grand-chose, à part accompagner la personne en gérant le minimum, ce qui est déjà très lourd dans le cas d'un alcoolique. Enfin bon, bref. Donc cette demoiselle, typiquement cette jeune fille nage dans des comportements erratiques dysfonctionnels, donc, et aussi dans un monde totalement enfantin, dans lequel nulle obligation, nulle contrainte n'interfère. Contraste, il y a un fort contraste dans ce film, avec ce monde enfantin qu'il habite. Donc on va au parc, on va se balader à droite à gauche, avec donc ce cinéaste amateur. C'est qu'elle vit dans un milieu très urbain, très industriel, donc de logique, de savoir-faire et d'intelligence concrète. Donc là, il y a déjà un très fort contraste entre ce côté, chaque jour, elle suit ses affects, donc là, elle n'a pas le choix, elle les subit, mais aussi il y a un côté prime sautier, on dirait une jeune adolescente qui... C'est le parc d'attractions, voilà. On a cette thématique parfois dans certains écrits ou certains exposés, entre guillemets, c'est le parc d'attractions. Il y a cette notion dans la manosphère aussi, donc, qui est reprochée à beaucoup de jeunes filles, c'est de vivre dans ce qu'on appelle le parc d'attractions. Enfin bref. Et donc, cette demoiselle, elle est là-dedans. Et le cinéaste est fasciné, comme c'est le miel et les abeilles. Hein. Donc c'est lui qui est fasciné par cette demoiselle et c'est très contrarié aussi parce qu'il subit quand même les sauts d'humeur et les aspects très erratiques. Les cris parfois, où tout d'un coup elle disparaît. Donc, cette demoiselle, elle a une sœur qui est décédée. Et cette sœur décédée prend possession de son esprit de manière sporadique. Donc cette sœur, elle a un petit ami très viril qui s'exaspère de cet esprit tourmenté, ce qui fait que le couple a sauté assez rapidement. Et donc finalement, malgré ses constants enfantillages et son refus de la sexualité, donc elle énonce ça au milieu du film, alors que le cinéaste ne demande rien dans ce domaine. Il dit que tous les hommes aiment le sexe, ce qui est vrai, c'est une vérité, mais il demeure prudemment dans une position plutôt paternelle et platonique. Donc malgré cette position de refus de l'aspect sensuel, la belle, quand elle s'attache au cinéaste et qu'il se lasse, elle lui propose du sexe, mais pas par soudain intérêt pour la chose, mais juste pour le garder auprès d'elle. Et donc je vous renvoie à ma vidéo une fois de plus. Je me permets de faire de temps en temps mon autopub. J'espère que vous me pardonnerez sur ce point. Mais bon, ça me semble important, je vous renvoie à une des thématiques dans ma vidéo sur Christiane, donc Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, cet excellent film d'Uli Edel, dans lequel il y a, à mon sens, notamment cette thématique qui est à souligner sur ce fait que beaucoup de femmes et de jeunes femmes n'éprouvent pas un si grand intérêt à la sexualité que cela, et c'est surtout pour garder l'attention qu'un homme veut bien leur porter, l'amour. Donc voilà, c'est un peu ça qu'elle lui propose, elle lui formule clairement, elle dit la sexualité ne m'intéresse pas, mais si ça peut t'aider à rester près de moi et à continuer de m'aimer, moi je le fais. Elle lui dit, dis-moi ce que tu veux que je fasse, je le fais, et
Et puis voilà, quoi, elle propose ça de manière assez spontanée et innocente, après un long moment dans le film, hein, c'est un long film de plus de 2 heures, bon. Donc après bien des vicissitudes, le cinéaste et la belle vont communier dans une sorte d'amour très pudique, hein, là-dessus c'est très japonais quand même. Donc un film très personnel et envoûtant, 4 sur 6, voilà, assez bien quand même. Ensuite, nous avions Hen, H-E-N, un film sud-africain de Nico Schippers. Donc là, on a clairement un côté malhonnête des programmateurs du NIF qui présentent le film comme une lente montée d'un cauchemar pour vendre le film, le rendre attractif dans les petits résumés qu'il y a dans le programme, que je remontre ici. Oh, qu'il est moche ce programme. Enfin, la pochette en tout cas. L'illustration de cette année 2026. Donc on a vraiment un côté malhonnête des programmateurs du NIF, ceux qui ont écrit le texte pour vendre le film comme un film cauchemardesque. Mais on se retrouve avec un film antispéciste. Donc là, vraiment, je trouve qu'il y a une tromperie éhontée. C'est dingue. Donc on est totalement hors sujet dans le cadre du NIF, puisque alors la petite demoiselle qui est venue présenter le film, elle s'est bien régalée en nous disant, elle avait un grand petit sourire en coin, en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Et elle nous a dit qu'on ne pourrait plus manger elle nous a dit je vous mets au défi de manger un tartare après la projection du film. Donc c'est vraiment se ficher de la gueule du monde, disons-le clairement. Donc, elle nous sort ce lapin de son chapeau, en mettant en avant ce côté anti-viande, toute réjouie et contente, mais quelle bêtise et naïveté, je me permets de le dire. Hein, croit-elle que les gens vont sortir du film en se disant « Ah ouais, je vais devenir végétarien désormais ». Donc voilà. Donc, mauvais, 1 sur 6 pour ce Hen, H-E-N. Donc en plus, dans cette histoire, il y a un jeune garçon qui est utilisé dans le film dans cette optique infâme de propagande. Donc c'est vraiment insupportable, je suis sorti de la salle rapidement, 1 sur 6, ça vaut rien du tout. Ensuite, nous avions un film, une autre rétrospective qui s'appelle After Blue, du réalisateur Bertrand Mandico, que je ne connaissais pas. Donc une rétrospective de 2021. Donc dans ce film, nous avons un monde imaginaire sur une planète habitée que par des femmes, avec un film axé, un fort accès sur un érotisme lesbien constant, sur fond de chasse d'une fugitive, une très belle actrice d'ailleurs, qui crée du désordre dans ce monde qui est lui-même tout sauf ordré. On a des dialogues constamment décalés. Par contre, il y a vraiment un très beau travail sur les décors. Là, le cinéaste est impressionnant. Mais sinon, c'est un film purement sensitif. Donc, si vous aimez ce genre de film, vous pourrez peut-être y trouver votre bonheur. Bon, moi, je suis un petit peu... J'allais dire, le seul intérêt, c'est de voir des dames qui ont des échanges sensuels dans ce film. Donc, c'est assez régulier. On voit que c'est un réalisateur masculin quand même. C'est étonnant pour un film de 2021 qui est ce côté sans complexe. Donc ça, c'est plaisant à la rigueur. Puis il y a des dialogues un peu crus aussi. C'est typiquement français, dans le bon sens du terme. Et donc ce film, ça m'a fait penser à Peau d'âne, avec Catherine Deneuve, d'un film axé comme ça sur un conte. Et ça m'a fait penser aussi un peu à Andrei Zulawski avec Possession, parce qu'on a le seul homme dans le film qui est une espèce d'androïde, il a des espèces de tentacules au niveau de la région génitale, donc ça m'a fait penser un peu à ça aussi, à Possession d'Andrei Zulawski, aussi pour les dialogues un peu complètement décalés, constamment à contre-courant de tout. Mais surtout, ça m'a fait penser, ce film, donc After Blue, au film de Jean Rollin,
comme Les Possédés, EES, ou les raisins de la mort, qui est un des meilleurs films de Jean Rollin, à mon avis. Donc, c'est-à-dire des situations comme ça, très iconoclastes, étranges, beaucoup de filles dénudées et une sexualité bien mise en avant. Donc voilà, mais quand même, j'ai trouvé ça assez insuffisant, 2 sur 6. Si vous aimez la forme plus que le fond, bah vous aurez plus de plaisir que ce que moi j'ai eu à ce film. Et puis pour terminer, donc nous avions une collection de rétrospectives hier donc, et nous avions encore une rétrospective en 1983 que j'attendais avec impatience, The Hunger, en français Les Prédateurs, de Tony Scott, un réalisateur british, un classique du film de vampire très classieux, typique de cette époque New Wave, 1983, on est vraiment à fond dedans. Et un côté très classieux aussi avec beaucoup de musique classique. Donc on a des vampires, Catherine Deneuve, David Bowie, très classe, très glamour, une immense baraque à New York. Hein. On se croirait dans la baraque d'Epstein. C'est une petite blague au passage. Donc, une immense baraque magnifique, très classe, avec des œuvres sculpturales et de peinture d'époque, de plusieurs centaines d'années en arrière, de la séduction, du sang, et aussi une thématique sur le vieillissement, puisque David Bowie vieillit très prématurément, comme tous les précédents amoureux de la belle Catherine Deneuve. Et donc, il y a ce fait qu'elle parcourt les siècles, mais ses amants finissent par vieillir au bout d'un moment, et très rapidement, ils se transforment en momies vivantes. D'ailleurs, à la fin du film, elle va se retrouver confrontée avec tous ses anciens amants, qui sont encore vivants, bien évidemment. Et nous avons l'histoire aussi d'une doctoresse qui s'intéresse au vieillissement et qui va tomber dans les griffes de Catherine Deneuve quand David Bowie va être éliminé, entre guillemets, par la vieillesse. Elle va prendre sa suite. Donc on a là un film très glamour, très classieux, un grand classique, un excellent film que je vous recommande vivement de voir ou de revoir. Et nous avons une BO aussi magnifique, donc on a des extraits classiques, New Wave, et un excellent score, comme disent les Anglish, les Américains. Un film unique et légendaire, 5 sur 6. Et pour finir, il y avait encore un ultra movie, très fun et gore, très amusant et gore, qui s'appelle Apopheniacs, A-2-P-O-F-E-N-I-A-C-S. Donc app, à mon avis, pour application, puisque dans ce film, il est question d'applications qui permettent de créer des deepfakes. Donc vous savez, ces canulars avec la voix, canulars avec le visage de certaines photos. Donc vous pouvez prendre le visage d'une personne et créer une vidéo, disons, très pornographique, par exemple, puis la diffuser sur Internet pour lui créer des ennuis. Ou bien faire la même chose, mais lui faire déclarer des choses extrêmement contraires à la morale. C'est ce qui arrive à une des protagonistes. Donc, vous avez un film qui intègre les problématiques contemporaines avec ces histoires d'applications qui permettent de créer des faux. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont l'esprit peu subtil et qui vont tomber dans le panneau directement. Sans recul et sans réflexion. Donc c'est ce qui arrive dans ce film Apopheniacs où comme c'est un film ultra movie, eh bien il est clair que ça va créer des histoires, des conflits et des meurtres et des folies en tout genre à cause de ces malentendus qui sont créés par un jeune homme qui lui-même va se faire assassiner finalement. Il va se faire coller le visage avec une super glue hyper forte. Ça lui arrache une partie du visage. Mais malgré qu'il ait
punissent très sévèrement. Dans le film, c'est les vidéos les deepfakes qu'il a créés vont continuer de semer une immense pagaille. Donc on a un film assez fun, assez gore. Le seul ultra movie qui tient la route cette année, hein, parce que alors pour l'instant c'est très mauvais ce qui a été proposé. Vraiment, soit il n'y avait pas de choix, ce qui est possible mais peu probable, soit les programmateurs ne comprennent pas ce que c'est qu'un ultra movie, c'est-à-dire un film plutôt radical et extrême, au sens littéral du terme. C'est ce qui est l'intérêt de cette catégorie. Enfin bon, en tout cas, ce Apopheniax est excellent, 4/6, et je vous le recommande vivement. Merci et à demain.